Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Le chef d'état-major de l'armée algérienne vient de faire une déclaration où il nous rappelle que nous vivons des temps difficiles où les plus faibles ne seront pas épargnés. Une sorte de jungle où l'on n'a pas le droit d'être faible. Et voici ce qu'il nous dit en résumé. Incontournable nécessité d'une armée très forte, tout particulièrement, insiste-t-il, parce que l'Algérie est un pays pivot par excellence de par sa position régionale et internationale stratégique. L'allocution est un concentré de langue de bois où il est question de valeurs nationales, de constante nationale, pour affronter les défis actuels et remporter les challenges futurs. Et là, je ne résiste pas à la tentation de traduire littéralement la chute de son speech. Je le cite. « C'est là l'objectif suprême que nous avons défini à l'ombre des orientations données par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Et nous œuvrerons pour sa concrétisation sur le terrain avec une volonté de fer et une inébranlable détermination. » Fin de citation. Et on ne peut pas ne pas se poser de questions après avoir écouté un tel discours, même s'il est récurrent, si c'est le même depuis des décennies. Mais la question est pourquoi maintenant, en ces temps de très graves crises sanitaires? Vous imaginez bien qu'on se serait passé. Est-ce pour justifier à sa manière le montant exorbitant du budget de l'armée des décennies durant, sans aucun contrôle de l'État, sans aucune transparence sur les dépenses et encore moins sur l'entretien des colossales acquisitions de l'armée, dont personne ne sait quoi que ce soit, absolument rien, pas même ce président que les chefs de l'armée ont pourtant eux-mêmes installé à la tête du pays et contre la volonté populaire. Est-ce pour justifier cette énorme et impudique différence entre le budget de l'armée et celui de la santé? Tout particulièrement depuis la recrudescence de la pandémie qui a montré la véritable situation d'un secteur de la santé totalement sinistré? Est-ce là une feuille de vigne pour cacher tout ce que cette oligarchie a dépensé depuis une vingtaine d'années et dont personne ne comprend la nécessité d'un tel arsenal, d'un tel armement? Et pourquoi agiter ces épouvantails régionaux, ces menaces internationales? Pourquoi maintenant? Peut-on ainsi, avec de tels arguments, justifier les dépenses exorbitantes pour l'acquisition d'armements, d'aéronefs, de bateaux de guerre, de sous-marins et d'équipements en tout genre, sans que les représentants du peuple n'aient le moindre droit de regard, ni même de savoir ce que ces matériels sont devenus? Était-il à ce point vital de se surarmer au même moment où des secteurs vitaux comme l'éducation, la santé, l'hydraulique, l'industrie sont en totale déshérence? Un moment où des régions entières vivent dans une misère absolument indescriptible? Pourquoi ce refus obstiné des chefs de l'armée de permettre au peuple de savoir ce qui a été réalisé avec tout cet argent? Et pourquoi ne pas impliquer ces moyens militaires énormes, considérables, exorbitants, du moins les moyens militaires qui peuvent l'être dans la lutte contre la pandémie,
Pourquoi ne pas les avoir engagés? Comme les hôpitaux militaires, les hôpitaux de campagne, les très nombreux bâtiments militaires destinés à la villégiature et au repos des militaires et de leurs familles, le personnel médical et paramédical militaire et tous les autres moyens logistiques qui pourraient grandement soulager le secteur de la santé, dont plus personne n'ignore désormais qu'il est inopérant. Pourquoi les moyens de l'armée, qui sont considérables, voire exorbitants, comme je viens de le dire, ne sont-ils pas investis dans cette guerre contre l'ennemi qui occupe notre pays et qui détruit la vie de centaines de personnes chaque semaine? Si l'armée a pour mission de combattre l'ennemi de la nation, alors l'ennemi est là. C'est une armée de virus qui fait de très nombreuses victimes et qui risque de provoquer une hécatombe. L'ennemi, le véritable ennemi, est dans nos murs et il tue nos compatriotes. L'armée n'a pas besoin de se chercher un ennemi imaginaire. Le vrai est là, qui doit être combattu avec tous les moyens de la nation, parce que les moyens de l'armée sont les moyens de la nation. C'est tag, fatbag, oui ou non. La langue de bois est le rituel par lequel s'exerce la religion du mensonge et de la tromperie. في نهار مغيم جاز عليا حسبت بغدا خلاصة الدنيا كنت صغيرة وما زلني نية كي تعلي جامي بكاو عليا عالبكري عرفت الدنيا فانية فانية يهنو فيها اللي قلوبهم فاضية زيت ودربتني موجة عالية عالية حمامة جابت لي بيضة خاوية اسمح لي يا قلبي خسار عليا عليا عمرتك بهموم فاضوا بيا بريز نامك تبدا انايا بريا بريا بكيت وضحكوا عليا البحرية يا قلبي اللي ضرب في الدنيا برجليهم ولاو كان غير ما ولاو عمرها راه خلاو كي تكبر في الغابة تفهم باللي دياب ما ينساو طفي والضوء يخلوها في الواو الحجرة الضوء الديب ما يتوب ما يكوفنيش اللي عطيتو وردة ضربني بالطوب وما رحمنيش يا البحر يقول للموج ما ينقذنيش يعرفني عوامة ما يخوفنيش اسمح لي يا قلبي خسار عليا عليا عمرتك بهموم فاضوا بيا بريز نامك تبدا انايا بريا بريا بكيت وضحكوا عليا البحرية كحالة القلوب وكتر القدوب بان اللي مخبي وبانوا العيوب انا في بالي يا البحر نية صدقت لي كنت صغيرة طقت الدنيا بصفعة خطفتني كي وريت لها وش قلبي مخبي الويل وراتني صحابي جبدوا بيا الحصيرة مشاو خلاوني بريزلام خلاوني حكيت همومي موج البحر وحدو اللي سمعني بقيت على حالي نشكي للرب العالي. Covid-19, les Algériens à bout de souffle. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai ici avec moi Sanhaja Akrouf, militante politique ACDA. Sanhaja, merci d'être là. Merci à vous. Merci. Abdelrahim Moussawar, militant du FFS et militant tout court. Abdelrahim, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, Jamal. Merci. D'Algérie, nous allons essayer d'avoir Nasser Haddad, militant politique, qui essaye d'arriver chez lui. Il est sur la route. Sinon, peut-être pourrions-nous avoir quelqu'un d'autre. Alors, Sanhaja, pour le dire en un mot, et dans notre parler ordinaire, Karitha, c'est une catastrophe. On parle d'une cinquantaine de morts hier dans la seule wilaya Tizi Ouzou. On parle ici et là de 20, de 30, de 40, alors que les chiffres du
du régime commence à être ridiculement bas. Et la cause principale en est l'oxygène. Les gens sont en train de mourir asphyxiés. Ils n'ont pas d'oxygène. Alors nous allons voir quelques images pour voir un peu la situation. Alors d'abord, j'aimerais que nous voyions la vidéo numéro 2 quand les médecins avaient prévenu, quand il était encore temps, avant ce rebond de la pandémie, un médecin avait interpellé un wali pour lui dire il n'y a pas d'oxygène. Je n'en dis pas plus, regardons. L'oxygène, on peut vous donner des statistiques, les gens meurent par manque d'oxygène. Et ça, c'est très grave. C'est des sources d'oxygène, des lits avec oxygène, pour qu'on puisse les hospitaliser. ما تقوليش الاكسجين باسكو الاكسجين داير اون انتربريز اللي عندها دو انا عطيت له في ورقله الى اون يوزين تاع الاكسجين عيط لي قال لي واش تسخف الاكسجين جو سوي لا داير لي اوغون الى دو زوزين تاع الاخر دروك نعيط له يجيب كاع واش حبيت الاكسجين حوس الاكسجين سيد الوالي باش نوضحوا الصوره عندنا ان ايفابوراتور دو 10000 متر كيب ان ايفابوراتور دو 6000 متر كيب دو ايفابوراتور ا 3000 متر كيب جي 360 بوتي دوكسيجين جي في اون كونفونسيون افيك لاخر اون تو لوكسيجين باش نكونوا كوريكت استاذ في الطرح نتاعنا لا باش ما نغلطوش قول للسيد الوالي باللي لا رينيون تاعنا كانت اليوم اسمع لي بروفيسور سيل تو بلي بروفيسور s'il te plaît professeur Abdelatif قول monsieur le wali باللي notre réunion aujourd'hui pour arrêter un service dédié au Covid qui dispose de l'oxygène. ما تقوليش ما كانش الاكسجين. On était en réunion, on a désigné le pavillon 14 ومن بعد لقينا une résistance par les malades, les accompagnateurs de malades. Vous avez vu le wali? ما تقوليش ما كانش l'oxygène. Ça fait un an. Hein? Ça fait un an. Alors regardez tout à l'heure à Tizi Ouzou, quand un camion d'oxygène est arrivé à Tizi Ouzou. Vous allez voir, c'est très émouvant. C'est tellement les gens sont en train de perdre leurs parents sous leurs yeux, faute d'air, quand ils reçoivent de l'oxygène. Regardez cette réaction. Alhamdoulilah, on a l'oxygène, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, ya Rabbi, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, ya Rabbi. الحمد لله يا ربي الحمد لله ولحق الاكسجين الحقوا روحوا بورطه يروح روحوا بورطه يروح الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله الصورة جابها لا يوش جابها في الصورة جابها Écoutez ce cri de détresse d'un jeune de Sétif. Si par exemple un médecin il a fait une bêtise, le procureur, les autorités rapidement, ils le condamnent. Il y a des confrères que vous êtes tous au courant de la situation. Oui, les confrères malgré que on peut pas le dire. Mais là, je crois que les responsables de cette catastrophe doivent donc prendre toutes leurs responsabilités. Le problème, Bouchner, c'est que la catastrophe est en train de durer. Excusez-moi, j'avais dit un cri de détresse d'un jeune de Sétif. En fait, c'est un cri de détresse lancé par des professionnels de la santé à Sétif. Nous allons continuer de regarder. Si par exemple un médecin il a fait une bêtise, le procureur, les autorités rapidement, ils le condamnent. Il y a des confrères que vous êtes tous au courant de la situation. Oui, les professeur malgré que on peut pas le dire. Mais là, je crois que les responsables de cette catastrophe doivent donc prendre toutes leurs responsabilités. Le problème, Bouchner, c'est que la catastrophe est en train de durer. Les citernes touchent le fond. C'est-à-dire que d'ici 2 heures de temps, on n'aura plus d'oxygène. Je ne sais pas si on doit encore se revoir cet après-midi, crier fort, pourquoi il n'y a pas d'oxygène. Bon, on a marqué le point maintenant, mais il faut le remarquer dans 2 heures, dans 3 heures, jusqu'à ce qu'on ait un ravitaillement en oxygène en continu. On a perdu beaucoup de malades le Barah. C'était l'état d'alerte le Barah, c'était Yom al-Qiyamah. Finissant avec cette catastrophe, finissant avec cette gestion concernant l'apport en oxygène. On en a marre, on travaille avec des patients des heures et des heures, des semaines et des semaines, et après on les perd bêtement. On en a marre, on en a marre, on en a marre.
Vous attendiez à ce que la situation arrive à un tel niveau de dégradation en Algérie, alors qu'ils ont eu largement le temps de se préparer, de doter les hôpitaux d'aires de stockage d'oxygène, de déboucher les canalisations d'oxygène des hôpitaux. Et voilà, il arrive ce qu'il arrive. Moi, je pense que déjà dans les États développés, enfin, il faut assumer, hein, l'hôpital en France, avec toutes les critiques qu'on peut lui faire, hein, mais ils se sont retrouvés devant des difficultés. Et ils ont tâtonné, et ils essayent de s'en sortir, mais avec ça, c'est pas facile. Alors en Algérie, c'est que l'état des hôpitaux, il est délabré, déjà, même pour aller se soigner, pour une piqûre de moustique, tu peux en mourir parce que ils ont laissé, dans un sale état les hôpitaux, l'école, enfin tout ce qui peut fonder un État a été délabré, que ce soit l'école, l'hôpital, tout ce qui est sur service public, il a été délaissé. Les gens, ils ont investi dans les hôpitaux et on sait qui c'est qui peut aller à la clinique Al-Azhar. C'est pas tout le monde qui peut aller parce que la journée, ça peut coûter un salaire d'un travailleur, si ce n'est plus, quoi. Donc on sait très bien. Et donc, face à cette situation, moi, je ne suis pas étonnée. Je ne suis pas du tout étonnée. Je suis même étonnée que ça n'arrive que maintenant. Parce que dès le départ, ça a été un peu plus ou moins géré. Et le problème de ce pouvoir, au lieu de s'occuper de l'état des hôpitaux, il était là à surveiller qui manifeste, qui ne manifeste pas. En fait, ils ont déployé toute leur force, tout leur savoir dans la répression au lieu de la déployer dans le comment sauver ce peuple. Alors en fait, c'est un vrai problème qu'on est en train de payer très 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 cher, quoi. Plus, il faut le dire, la responsabilité du peuple. Moi je le dis, parce que c'est vrai que l'État, il a ça. L'incivisme sanitaire. Oui, sanitaire. Et moi, je n'arrive pas à comprendre comment, dans ces situations pareilles, on continue à faire la roussette. C'est pas possible. C'est-à-dire, même on est croyant, on peut dire mais après, la réalité, c'est qu'il y a plus de morts dans les pays sous-développés que dans les pays développés. Donc, mais la réalité, elle est là. Et les gens continuent. Moi, quand j'entends qu'il y a tel mariage qui s'est fait, tel enterrement, là, par exemple, la gestion des plages. C'est très bien, sauf qu'ils ferment des plages de Bdjaya, de Bacha, pour les ouvrir à Annaba, à Skikda. Tout le monde va aller là-bas. Et cette gestion, elle est complètement... Et c'est à l'image de cet État. C'est anarchique. C'est à l'image de cet État. Au point où il y a des walis qui ont pris des arrêtés préfectoraux pour rendre la vaccination obligatoire. Alors que d'autres walis ne l'ont pas fait. Alors qu'au niveau central, on ne l'a pas fait. C'est du n'importe quoi, n'importe qui fait ce qu'il veut. Moussawar, Abdelrahim. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Senhaja. C'est-à-dire, d'un côté, en faisant une analyse depuis des années par rapport à l'état du service public en Algérie, au comportement du régime en place vis-à-vis du peuple, vis-à-vis des administrations, la privatisation à tout va, les secteurs stratégiques qu'il privatise, alors qu'en réalité, tout ce qui relève de l'éducation, de la santé, c'est quelque chose de basique dans un pays. Même les puissances mondiales, les pays développés, leurs dirigeants, à un certain moment, ils avaient reconnu qu'il manquait de moyens et qu'ils avaient reconnu qu'ils avaient failli dans leur politique sanitaire parce que cette crise du Covid les a surpris quelque part. Mais là, à entendre le wali je ne me rappelle plus d'Orange, je crois, oui. Un wali qui dit, un professeur, c'est-à-dire
nous avons quelqu'un, un spécialiste du terrain qui est tout le temps en contact avec des patients. Il sait ce qu'il manque, ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas dans un hôpital. Il lui donne l'oxygène Kane. Mais il faut arrêter. Là, c'est vrai, on peut parler avec objectivité, mais lorsqu'on regarde les réseaux sociaux, on regarde des vidéos comme celle-là, il y a le cœur aussi. Hein, il y a le cœur parce que nous avons tous notre famille au pays, des proches sur les réseaux sociaux, Facebook par exemple, qui est devenu c'est une rubrique nécrologique. Franchement, c'est incroyable. On n'a plus envie d'y aller. On a les annonces de décès, mais alors c'est incroyable. C'est une hécatombe. Mais Abdelrahim, nous allons encore revoir cette vidéo. Juste un mot sur, parce que je ne sais pas si on va revenir là-dessus, mais au-delà du contenu de ce qu'il disait le Wali, moi je trouve sa façon. C'est scandaleux. Voilà, on revient à la manière voilà. Il parle à un docteur. Je ne connais pas le niveau scolaire de ce Wali, mais quand même, voilà, c'est un professeur de médecine. Il y a un mépris. Ils se sont réappropriés cet autoritarisme avec lequel... Cette morgue. Alors nous allons le réécouter. C'est comme s'il maîtrisait le sujet de ce professeur. Nous allons le réécouter. C'est vrai que c'est très intéressant. Écoutons-le, ce monsieur. L'oxygène, on peut vous donner des statistiques, les gens meurent par manque d'oxygène. Et ça, c'est très grave. C'est des sources d'oxygène, des lits avec oxygène, pour qu'on puisse les hospitaliser. ما تقوليش الاكسجين باسكو الاكسجين داير اون انتربريز اللي عندها دو انا عطيت له في ورقله الى اون يوزين تاع الاكسجين عيط لي قال لي واش تسخف الاكسجين جو سوي لا داير لي اورون الى دو زوزين تاع الاخر دروك نعيط له يجيب كاع واش حبيت الاكسجين حوس الاكسجين سيد الوالي باش نوضحوا الصوره عندنا ان ايفابوراتور دو 10000 متر كيب ان ايفابوراتور دو 6000 متر كيب دو ايفابوراتور ا 3000 متر كيب جي 360 بوتي دوكسيجين جي في ان كونفونسيون افيك لاخر اون ا تو الاكسجين باش نكونوا كوريكت استاذ في الطرح نتاعنا لا باش ما نغلطوش قول للسيد الوالي باللي لا رينيون تاعنا كانت اليوم اسمع لي بروفيسور سيل تو بلي Professeur, s'il te plaît, professeur Abdelatif. Monsieur le Wali, notre réunion aujourd'hui pour arrêter un service dédié au Covid qui dispose de l'oxygène. Pour être clair, on était en réunion, on a désigné le pavillon 14, où on a donné une résistance par les malades, les accompagnateurs de malades. C'est incroyable. En plus, sa façon de dire... C'est-à-dire, là, au-delà de la question technique, le manque d'oxygène, il dit dites-le في ورقله عيط له في التليفون قال لي واش تحق نجيب لك. عنده صاحبه في ورقله عنده زين تاعه. C'est pas sa propriété, hein, c'est pas, on gère pas comme ça de cette façon. Pourtant, c'est comme ça qu'on gère. Pourtant. La gestion du téléphone, عدلت التليفون, mais c'est ça. Non, c'est pas le Wali qui est au courant de ce dont ont besoin les hôpitaux. Le professeur, quand il dit que les citoyens, les patients, effectivement, c'est une réalité. Il y a des patients qui ont guéri du coronavirus par manque d'oxygène, ils ont péri. Alors, nous allons parler un peu de solidarité. Nous allons commencer par avoir une image à Aoukas. Azul, voilà, on vient d'ouvrir une autre permanence. Puisqu'il y a eu la permanence au niveau de la salle de libération de la PC, une autre permanence au niveau de l'intersection. Il y a eu 80 logements, il y a eu la mairie, il y a eu l'hôpital, le commerce, voilà l'endroit, il faut essayer de filmer l'endroit. Ceux qui veulent faire des dents, les dents, je tiens à le rappeler, c'est pour acheter une centrale à oxygène au profit de l'hôpital Ouakas qui couvre au moins 3 daïras de chez Ouakas. Même les malades Alors, d'abord, l'absence très remarquée des pouvoirs publics au point où c'est une vraie vacuité. Ils ne sont plus là.
Heureusement qu'on a des médecins, un personnel paramédical, auxiliaire, administratif. Mais sinon, l'État en tant qu'État, qui projette, qui prévoit, qui équilibre, qui vient à la rescousse, qui a des statistiques, qui communique de vrais chiffres, Makash, Walou, totalement absent. Et donc, les Algériens sont en train de s'organiser. À l'étranger, où ils sont en train de collecter des fonds pour venir en aide au pays, et à l'intérieur du pays où les gens sont en train de se concerter, de s'organiser au niveau du quartier, de la Dachra, de la ville. Alors, qu'est-ce que nous pourrions dire sur cette solidarité agissante qui se met en place pour pallier au manque, à l'absence, à la vacance des pouvoirs publics? Ça a toujours été présent. Je ne sais pas si vous, enfin, peut-être Abdelrahim était encore jeune. Moi aussi j'étais jeune, hein. Peut-être qu'il était bébé carrément. Donc il y avait les Zelzlat al-Asnam et tout ça. Et voilà. Et moi j'étais enfant, je crois. Il y a eu une vraie solidarité. Le sens de la solidarité, il a toujours été là. À la limite, c'est la dégradation totale où la solidarité prend la place à la place de l'État. Et c'est là où le bas blesse, parce que s'il y a de la solidarité, on l'a toujours vécu, on n'est pas en Suède, on n'est pas dans les pays nordiques, c'est là où il y a le plus, on va dire, de gestion égalitaire. Mais après, là, le problème, c'est que ça se dégrade tellement. Et en plus, ce qui est un peu gênant, c'est que tout cet argent que l'Algérie possède et possédait notamment, ils auraient mis cet argent dans les hôpitaux, dans les écoles, on ne le paierait pas aussi cher que ça. Parce que cet argent qui est parti pour je ne sais quoi, pour faire des études à leurs enfants, à leurs maîtresses aussi, et à leur famille, il aurait quand même servi aujourd'hui dans un moment de crise aussi importante. Moi, j'ai envie de dire par rapport à ça, en tout cas dans les diasporas, je vois, on est en train vraiment de se mobiliser. Donc peut-être qu'à la fin, on va donner quelques numéros de téléphone pour envoyer. D'ailleurs, il faut savoir à qui envoyer parce que il paraît, et ça par contre je ne m'avance pas parce que je ne veux pas parler de quelque chose dont je ne suis pas sûre, si on n'envoie pas au bon guichet, comme dirait l'autre, ça peut être détourné. Bien sûr, nous allons en parler tout à l'heure. Ce sont ces précautions qui doivent être prises. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'escrocs qui se faufilent dans ce genre d'occasion. Des escrocs et des gens de l'État. Absolument. Qui détourne et الحقنا باش يداوي واحد يعرفوه بالمعرفة qui à la limite entre parenthèses qui aurait 36 ans 37 ans qui pouvait s'en sortir au détriment de quelqu'un, d'une femme qui a 63 ans. Voilà. C'est terrible, c'est terrible. Et ce marché noir sur l'oxygène. Même les pires des charognards, on ne peut pas les imaginer dans une telle complètement, posture. Complètement. Des gens qui meurent faute d'air, qui ne respirent plus, ils meurent d'asphyxie. Et l'autre qui stocke des bouteilles d'oxygène pour les vendre plus cher. Ouais. Qui les vendent, ou alors moi j'ai lu, et ça c'est par des associations, certaines personnes reçoivent des bouteilles par solidarité et ils les gardent. On ne sait jamais. Ils les gardent pour eux. On ne sait jamais. Tellement ils font plus confiance au pouvoir public, ils se disent moi si mon fils tombe malade, au moins que je le sauve. Sauf que ce n'est pas la solution quand même. C'est ça. Et c'est terrible. Et ça, le pouvoir, il renforce ça. Sauf que à ce point-là. Ouais, c'est terrible. Ça veut dire que le pouvoir, ce qu'il est en train de faire actuellement, son incapacité, enfin, s'il essaie de le faire, hein, son incapacité à réagir, à agir pour gérer cette crise, au lieu de vivre une lutte verticale, le peuple qui revendique ses droits, qui va demander des comptes à ce régime, il va la transférer en horizontale, c'est-à-dire ceux qui ramènent des bouteilles d'oxygène, c'est eux qui vont recevoir des coups. Après, on est arrivé au point, à un certain moment, on disait, heureusement que ce régime, c'est pas lui qui gérait l'oxygène, sinon il l'aurait facturé.
on y est aujourd'hui. Ouais. كانوا يقولوا بقى غير الهواء ما قطعوش علينا. Il n'y a que l'air qu'ils nous ont pas coupé. Et là, justement, ils sont en train de, et on est en train d'en mourir. D'en mourir. Heureusement qu'il y a la solidarité citoyenne qui se manifeste à travers difficilement, difficilement parce que cette deuxième crise, je pense, le variant Delta, il est très dur et puis il est revenu d'un seul coup au moment où l'on s'y attendait le moins, parce qu'on croyait que c'était la crise du coronavirus, c'était du passé. Là, je donne un exemple d'un village à Tizi Ouzou, de Belhaïd, Tifilkout. L'année passée, dès le début de la pandémie, le comité du village, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé le village, il a instauré un confinement local, 0 cas. Très tôt, 0 cas. Ils ont fait ça. Là, aujourd'hui, apparemment, il y a une trentaine de cas dans le même village parce que ils ne se sont pas organisés comme la première fois, mais ils sont en train de le faire. C'est pour ça que d'ailleurs, j'encourage nos compatriotes à travers toutes les wilayas en Algérie à faire pareil, à s'écouter, à se faire confiance. Ils te ferment, peut-être la personne ou là le foyer qui a besoin d'aller faire des courses, que ce soit une seule personne qui sort. Que les magasins qu'ils ouvrent pas d'un seul coup, mais par alternance. Je pense qu'il y a quand même des moyens malgré tout ce que les Algériens pourront faire par leur organisation, leur civisme sanitaire, leur façon d'être, parce qu'ils sont en guerre, malgré tout, il faudra les moyens d'un État. Bien sûr. Parce que tout ce que pourront faire les citoyens, c'est un peu pour pallier un petit peu, mais ils ne pourront pas remplacer. Pour sauver les meubles, en fait. Absolument. Or, et nous allons d'abord écouter M. Chenguereha, le chef d'état-major, et puis nous allons lui poser une question en particulier. Écoutons-le, monsieur. إن السياق الدولي الحالي كما تعلمون لا يرحم الضعفاء ومكانة بلادنا الإقليمية والدولية باعتبارها دولة محورية بامتياز وموقعها الاستراتيجي الحيوي علاوة على الظروف الصعبة التي تشهدها منطقتنا الإقليمية هي كلها عوامل تتطلب منا أكثر من أي وقت مضى مواصلة العمل الحثيث على بناء جيش عصري محترف يتحلى بكفاءة عالية وعزيمة صلبة وعقيدة عسكرية واضحة المعالم مستلهمة من قيمنا الثابتة ومقوماتنا الوطنية العريقة متكيفة مع التطورات الراهنة إقليميا ودوليا جيش قادر على مواجهة التحديات الحالية وكسب الرهانات المستقبلية وهو الهدف الأسمى الذي سطرناه في ظل توجيهات السيد الرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني ونعمل على تجسيده ميدانيا بعزيمة صلبة وبإرادة لا تلين. Alors, voici une junte, c'est une oligarchie militaire ou une gérontocratie militaire qui, de l'avis de tout le monde, est en train de se surarmer pendant plus de 20 ans, depuis la période Bouteflika. Mais quand je dis se surarmer, c'est énormissime. Ça veut dire que beaucoup de spécialistes aujourd'hui se posent la question, ils se disent c'est impossible dans un pays aussi désorganisé de pouvoir gérer la logistique, entretenir le matériel qui a été acheté, un matériel aussi considérable. Il faut une armée pour l'entretenir. Donc il est fort possible que beaucoup de matériel soit en train de rouiller dans les caisses. Déjà. Mais là, avec ça, il nous dit aujourd'hui, encore plus que jamais, nous avons besoin de construire une armée forte, ceci, cela. Bon. Alors que le budget de l'armée, et tout le monde le sait, il est d'au moins 3 fois celui de la santé. Donc tout le monde sait, et surtout eux, puisqu'ils ne se soignent jamais dans les hôpitaux du peuple, dans les hôpitaux publics, ils savent très bien que c'est un secteur tout à fait sinistré.
et qu'à la première épidémie sérieuse, ça peut faire des centaines de milliers de morts. Et là, peut-être, Inch'Allah, Dieu ne plaise, que nous allons voir le problème en face cette fois-ci. Et malgré ça, ils ont préféré continuer à s'armer et à ne pas mettre à disposition du peuple qui est en guerre contre le virus les moyens de l'armée. Les hôpitaux militaires, les hôpitaux de campagne qui sont dans les caisses, le personnel médical, le personnel paramédical, les ambulances de l'armée, les moyens de l'armée, la logistique de l'armée, les casernes. Ça veut dire qu'ils ont des moyens considérables. Qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent un hôtel, ils prêtent un hôtel de 120 places, alors qu'ils en ont des centaines des hôtels comme ça, de villégiature pour leurs familles, pour les cures, pour les repos, pour les colonies de vacances. Ils en ont des centaines. Et qu'est-ce qu'ils mettent à la disposition du peuple? Un hôtel de 120 lits. Et ces 120 lits, c'est pour qui? On ne sait pas. Sur 40 millions, sur 40 millions d'Algériens. Oui. Donc là, vous avez le budget de l'armée, parce que nous avons un régime qui se maintient, qui veut rester en place. Donc il faut mettre tous les moyens nécessaires, y compris financiers, l'armement, pour se maintenir en place. On s'en fiche du peuple. Oui. Ça, c'est la mentalité. Ça veut dire l'armée, c'est pour se maintenir. Bien sûr, c'est pour se maintenir. C'est la colonne vertébrale du pouvoir en Algérie. Ce système, sa colonne vertébrale, c'est l'armée, c'est les généraux. Donc ils doivent tout mettre en place pour se maintenir. On s'en fiche du peuple. Que le peuple crève, c'est ça leur politique. Après, c'est vrai, on n'est pas là pour s'attaquer dans un moment où des Algériennes et des Algériens meurent à cause de la Covid, mais c'est une réalité. Il faut pas, on peut, c'est-à-dire là, en tant qu'Algérien, on doit se mobiliser en tant que peuple, la solidarité et tout. C'est peut-être avec plus de responsabilités. On a une priorité aujourd'hui, mais il ne faut pas perdre de vue que ce régime, c'est la cause de la dégradation. Enfin, s'il y avait une évolution, il n'y avait jamais eu de moyens qui ont été mis à la disposition Alors du c'est des secteur moyens public. Considérables. Mais Abdelrahim, nous parlons à bâton rompu parce que le moment est venu de poser des questions sérieuses. Est-ce que c'est trahir son pays, trahir son armée, comme on essaye de le suggérer dans les réseaux sociaux, que de demander des comptes à l'armée, une armée qui a dépensé des centaines de milliards de dollars, dont personne ne connaît le compte, qui ne sont pas passés par leur propre APN, même leur APN ne leur font pas confiance. Personne ne sait ce qu'est devenu ce matériel, s'il est entretenu, s'il est en bon état, s'il existe toujours. Personne ne sait s'il y a eu le versement de commission, s'il y a eu le versement de rétrocommission. Après tout, cette armée, elle appartient à la nation. Elle ne peut pas se conduire d'une façon autonome, comme si... Et ils vous disent, secret d'État. Secret d'État. Ça veut dire, alors que les Américains, les Français et les Allemands, on peut savoir exactement ce qu'a dépensé leur armée, en quoi elle les a dépensés. Les représentants du peuple vont jusqu'à constater de visu et physiquement l'état des stocks. Pourquoi est-ce que aujourd'hui chez nous c'est presque tabou de parler de cette question? Dans les pays développés, il y a la Cour des comptes qui fait le point sur toutes les finances, toutes les dépenses qui sont faites par toutes les institutions. Oui. Sauf que nous, en Algérie, je pense que ce pouvoir qui est en place depuis toujours, il y a deux choses qu'il a interdites au peuple. C'est la politique et l'armée. Oui. Ne touchez pas à la politique, tabou. Ne touchez pas à l'armée. C'est quelque chose de tabou, à tel point qu'on est arrivé c'est-à-dire on est arrivé à un point où certains nous disent « Ah, on ne fait pas de politique, c'est réservé à ceux qui nous gouvernent. » Ça, c'est de un. L'armée, attention, d'où l'Askar, l'institution militaire, elle est sacrée. D'ailleurs, le budget de l'institution... L'héritière de la digne héritière de la LN. Je ne pense pas. Oui, mais c'est ce qu'il répond. C'est ce qu'il dit tout le temps pour empêcher les gens de réfléchir et de parler et de comprendre. Sur une certaine sacralité de l'histoire, on reconnaît. Il faut dire que cette sacralité, elle n'est pas seulement chez les pro-pouvoir directement, y compris chez certains intellectuels. Elle a été inséminée. Ah oui, complètement. Moi, j'ai des amis très proches qui me reprochent. Enfin, il y avait
caricature, j'espère que la personne me regarde, caricature de Dilem, je crois, sur laver l'Algérie. Enfin, il y avait une tâche, en parlant du FLN, quoi, mais c'est au même niveau. On ne peut pas parler. On ne peut pas parler, c'est sacralisé, c'est sacré. Et le drame, c'est qu'y compris ce pouvoir, ce n'est pas ceux qui s'en servent directement, qui en profitent, y compris certains, et qui doivent être sincères. Moi, je pense que certains anciens communistes, ils sont sincères. Le pire, c'est qu'ils sont sincères. Dans l'opinion publique, d'une façon générale, très sincèrement, les gens ont assimilé, par exemple, l'ANP à l'ALN. Et donc, au Chouhada, au Moujahidine. Alors vous allez lui dire, mais attention, tel général, il est milliardaire. Prenez par exemple le général, celui qui a acheté des passeports, comment il s'appelle, de la gendarmerie, là, à Vanuatu. Le chef de la gendarmerie, qui est en fuite. Actuel. La dernière trouvaille, ils ont trouvé un logement à F4, dont une chambre était murée, c'était devenu un F3. Quand ils ont ouvert, ils ont trouvé une pièce pleine d'or, d'argent, peut-être l'équivalent au moins, nous dit-on, de 20 millions d'euros, au moins. Et donc, mais il n'est pas le seul, il y a des généraux qui ont des hôtels en Espagne, des je ne sais pas quoi, des ranchs au Venezuela. Mais quand vous leur dites... ouais, absolument. Et quand vous leur dites, ils vous disent, ah, on ne touche pas à l'armée. Hein. Alors que c'est des voleurs. Alors que c'est des gens qui ont pillé le bien public, qui nous empêchent de savoir ce que sont nos arsenaux, ce que sont notre vraie force de frappe. Est-ce que c'est juste de la blague? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le fait d'avoir un arsenal immense ne veut pas dire que vous êtes vraiment puissant? Ça ne veut rien dire. Si vous êtes incompétent, si vous n'entretenez pas votre matériel, si... Non, en fait, le débat de fond sur lequel je pense que tu veux nous emmener, c'est la place de l'armée depuis l'indépendance et qu'est-ce qu'il en sort aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en reste? Surtout à la lumière de dans les circonstances de cette pandémie. Pourquoi l'armée, qui est tellement puissante, est-elle en train de dire « Ah, il faut nous surarmer davantage aujourd'hui plus que jamais alors qu'on a besoin d'argent ailleurs ?» Et surtout, pourquoi ne met-elle pas ses moyens à la disposition du peuple? En jouant évidemment l'ennemi voisin, voilà. Évidemment, il faut bien trouver un ennemi. Évidemment, bien sûr. Et c'est là, en fait, le débat de fond sur lequel beaucoup dans le Hirak on le pose, c'est quand on dit Doula Madaniya Machi Askari, c'est le fond de la question, quoi. Oui, bien sûr. C'est que, évidemment, certains ils disent oui, ça c'est un slogan qui a des... Évidemment, pour dire que c'est les islamistes. Pourquoi ils ne disent pas Madaniya et démocratia? Donc, mais déjà, si on part ceux qui posent, je dis pas, je reviens pas au débat sur les islamistes, mais ceux qui détiennent le pouvoir aujourd'hui, c'est quand même l'armée. Ceux qui ont dilapidé le pays, c'est quand même l'armée. Ceux qui ont mis Bouteflika, c'est quand même l'armée. Ceux qui l'ont, et donc c'est le pouvoir, et on ne peut pas ne pas parler de. Et un pouvoir défaillant, ça aurait été l'armée d'Atatürk où il y a eu quand même, ou même Franco à un moment donné, avec tout franco-fasciste. Mais quand on étudie l'histoire de l'Espagne, ça a été un moment, je le dis, je choque probablement, un moment où l'Espagne est remontée. Ah oui, oui. Tout franco qu'il était, tout. Le problème, c'est que nous, notre armée... Le problème, c'est que nous, notre armée, je vous dis la vérité, c'est quand j'ai entendu, mais alors ça j'ai envie de chialer, j'ai envie de rire, une tente par alliance... C'est pas possible. C'est-à-dire, et il ne faut pas chercher loin. Le pouvoir est entre les mains des généraux. Il n'est pas entre les mains des martiens. Donc si ça ne marche pas, s'il y a un problème, c'est les généraux. Donc, si elle était Madaniya, déjà, on saurait à quoi a été dépensé cet argent. Ce n'est pas des civils qui ont provoqué la défaillance de cet État. Absolument. Des institutions. Et les civils, quand bien même on n'est pas d'accord avec eux, le débat, il va se mettre sur la table de la société et pas avec des armes. Oui. Et à ce moment-là, avec des convictions, avec des tendances idéologiques différentes, parfois opposées même, mais que ça respecte déjà cet aspect civil. Et pourquoi le débat ne vient pas, ce débat, pourquoi ne vient-il pas maintenant de façon sereine, apaisée,
pour parler de ça, surtout en ce moment d'épidémie. Pourquoi cette armée qui est très riche, qui est très étoffée, très dotée, très équipée, pourquoi n'est-elle pas au front de la lutte contre le corona? Pourquoi les Algériens ont-ils peur de débattre d'un tel sujet? À la limite, ceux qui sont à l'intérieur, je comprends. Mais là, dans la diaspora, pourquoi personne ne discute de ce sujet? De la place de la place de l'armée dans l'équation, d'une façon générale. D'abord parce que les généraux sont responsables de ce qui se passe, pleinement responsables. Et ensuite parce qu'aujourd'hui, ils font de la rétention d'aide en faveur d'un peuple en danger. C'est quasiment une non-assistance à personne en danger, puisqu'ils disposent de milliers d'ambulances, des hôpitaux. Pourquoi ils ne les mettent pas? Pourquoi on n'en débat pas plutôt? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Je pense que c'est une question vraiment importante, parce que ça permettrait au moins de faire le point sur l'importance de ce mot civil. Oui. C'est quoi la nature de civil, oui. Comment il est conçu chez les uns et chez les autres. Mais je pense que c'est du débat que peuvent jaillir les lumières. En plus, dans ces moments, on le voit, on a vécu, on vit encore des moments très difficiles en termes de terminologie concernant le mot civil, ce qui parfois, je le dis, je l'assume, ce que je dis, ce qui parfois crée des tensions parce qu'on a des passés, notamment dans les années 90, certains qui sont allergiques aux islamistes, des islamistes qui sont allergiques à la démocratie. Après, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Comme il peut y avoir des islamistes qui sont démocrates, il peut y avoir des anti-islamistes qui sont antidémocrates. On le voit de tout. Mais je pense que là, on n'a pas d'autre choix que de discuter. Absolument. Et de définir aussi. Et de tout, de discuter de tout, pas de tabou. La place de l'armée, oui. La place de l'armée algérienne, oui. Comme le pouvoir en Algérie est un pouvoir militaire, quelle est sa place dans ce débat, dans cette négociation éventuellement? Parce que on fait de la politique c'est très important de s'écouter, de discuter, d'essayer de convaincre. Pourquoi pas être convaincu? Parce que lorsqu'on est sincère et qu'on voit qu'une démarche, même si on ne s'est pas inscrit dans un premier temps dedans, ça pourrait marcher, pourquoi ne pas le faire? Moi, par exemple, Djamel Din, franchement, même le Magharibia peut jouer un rôle dans tout ça. Par exemple, inviter des personnes qui ont peut-être des points de vue différents, oui. Concernant la démocratie, l'état de droit, l'état civil, c'est quoi? Est-ce que... Parce que là, moi, je suis allergique à tous ces extrêmes qui sont dans le rejet. Il y a des hommes politiques qui brouillent le débat. Qui brouillent le débat. L'armée, est-ce qu'elle a sa place dans la négociation, dans le débat ou pas? Vous voyez donc... exact. Ouvrir la discussion sereine, apaisée. Ne traiter personne de traître parce qu'il parle de l'armée, ou parce qu'il parle du FLN, ou parce qu'il parle de ces fameuses constantes qui ne sont constantes en rien du tout. Mais nous allons recevoir Dr Mohamed Lamine Chiban qui nous rejoint. Merci d'être avec nous, Dr Mohamed Lamine Chiban. C'est à moi de vous remercier. Je salue le Magharibia. Salam alaikum. Je salue vos invités et tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. Alors, les nouvelles du front? Oui, les nouvelles du front ne sont pas du tout rassurantes, mon ami Djamel El-Din. Mais je voudrais, avant de répondre à votre question, revenir juste à la vidéo que vous avez passée concernant le Wali de Ouargla. Oui. C'est bien cela. De Ouahran, quand il disait qu'il y avait de l'oxygène, c'est ça. Oui. Alors, quand je voyais celui qui était à ta droite, je pense que c'était le directeur de la santé, à mon avis, à mon humble avis, quand il s'adresse au professeur et qu'il dit s'il te plaît, même pas s'il vous plaît, et quand il parle du Wali, il dit del Wali. Oui. Regardez ce culte de la personnalité, yani. Un professeur en médecine qui fait shmahkour, et qu'il dit s'il te plaît, il apostrophe. Bon, ça c'est, je ferme la parenthèse. Si Djamel El-Din, je vous parle, la wilaya d'Oum le Bouadi, maintenant, l'oxygène, le chef-lieu de la wilaya, on n'a pas l'oxygène. Nous avons reçu de l'oxygène, mais nous avons perdu malheureusement 5 hier, 5 limatuna,
l'oxygène, par manque d'oxygène. Alors, pour apporter de l'eau à votre moulin, je viens de recevoir un avis. L'hôpital de Ain el-Hammam n'ont pas d'oxygène depuis 26 heures et les gens en détresse respiratoire sont en train de mourir par manque d'oxygène. Tout à fait. Ils meurent, ils crèvent. Nous avons perdu Khamsa al-Barih, l'hôpital Slimane Amirat de Ain Mlila, par manque d'oxygène. Ils ont crevé comme ça, Zaragou, Matou, par manque d'oxygène. Rabbi yarhamhum. Aujourd'hui, nous avons perdu 3, toujours. Le camion citerne est arrivé. Est-ce qu'il est imaginable? Est-ce qu'il est imaginable? Parce que quand on en parle à des gens ici en France, notamment des journalistes, ils ne parviennent pas à nous croire. Est-ce qu'il est imaginable, docteur Mohamed Lamine Chibane, qu'en 2022, dans un pays comme l'Algérie, le plus grand pays d'Afrique, qui se trouve dans le nord de l'Afrique, un pays méditerranéen, dont la jeunesse de moins de 30 ans représente 70% de la population, un pays qui a dépensé 1000 milliards de dollars en moins de 20 ans. Est-ce qu'il est concevable que les gens y meurent faute d'oxygène? Oui, il est concevable parce que avec une gestion catastrophique d'un régime autoritaire, d'un régime qui gère le pays bras de fer, il est assez fort pour mater la population, pour mater les médecins, et il montre maintenant, voilà la réalité, nous récoltons ce que nous avons semé. Je vais encore plus loin, si jamais le din. Alors, je disais tout à l'heure que l'oxygène nous vient de Khenchla. Alors, l'usine de Khenchla, c'est elle qui produit c'est un privé qui produit l'oxygène. Alors c'est le Père Noël qui arrive. Alors dès qu'arrive le camion, c'est la débandade. Alors c'est vers Ain Mila, des fois la commande troche l'Ain Bayda. Réellement c'est la cacophonie. C'est une catastrophe. Les gens ne savent plus ce qu'ils doivent faire. Mais plus grave encore, en parlant d'oxygène. Moi, je vous dis, les médicaments, il y a un manque de médicaments. Est-ce que vous savez que l'Ovenox, qui est un anticoagulant, il est indisponible dans les officines. Est-ce que vous savez que la vitamine D, en ampoule vivable, inexistante? Je vais encore plus loin. Les antibiotiques, la zitromycine, l'augmentin, encore plus loin. Le paracétamol est inexistant. Allahu Akbar. Il y a de quoi se taper la tête contre les murs. Paracétamol, Mekesh. Donc on se rabat sur du paracétamol sachet à 500. Docteur Mohamed Lamine Chibane, si vous pouviez nous faire une petite explication de texte. Comment un malade en arrive-t-il à tomber en détresse respiratoire pour nécessiter donc de l'oxygène? Et comment les gens, comment en arrive-t-on à mourir? Comment meurt-on dans ces conditions? Le virus attaque directement les poumons. Le virus Delta, le virus indien. Oui. Alors, il attaque directement les poumons. En attaquant les poumons, nous avons vu des bébés nés de mère Covid avec des poumons blancs à la naissance. Donc le virus attaque les poumons rapidement. Et donc le malade... Et quand il attaque les poumons, qu'est-ce qui se passe? C'est une pneumonie? C'est une infection? Non, en bas, il y a la surinfection, mais il y a une détresse respiratoire. Le malade a besoin d'oxygène. Il faut qu'il respire. Non. Alors à l'époque, les premiers temps, c'était les petits concentrateurs de 5 litres qui suffisaient. Mais maintenant, tellement le variant est tellement dangereux, il est tellement rapide dans sa propagation que même les 5 litres, les 10 litres ne suffisent pas. Nous avons perdu hier une dame de Ain Mlila dont le mari qui est vraiment, elle était chez elle avec un concentrateur d'oxygène, mais malheureusement, ça ne suffisait plus, le 10 litres. Et ce monsieur l'a ramené à l'hôpital. L'hôpital, il n'y avait pas d'oxygène. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Alors, je me pose une question aussi, en parlant des tests antigéniques. Comment concevez-vous des tests? C'est vraiment une gestion du point de vue de ces tests. Comment, au niveau de l'aéroport d'Alger, le test, il y a 1600 dinars, 1600 dinars le test antigénique,
Mais chez nous, dans les laboratoires, il est à 3500, 3600 dinars. Et il faudrait que le ministère de la Santé s'implique plus, il faudrait qu'il régularise cette situation. Et les gens qui n'ont pas les moyens, comment ils font? اللي ما عندوش يدي يشرب شويه قرنفل والزعتر. اللي ما عندوش يموت. اللي رانا الان يموت. là j'interpelle l'ANP, elle doit s'impliquer davantage, je l'ai dit déjà. Ce n'est pas en mettant un hôpital, un hôtel, ou l'hôtel à Mazatan, que ça y est, on a trouvé la solution. Il faudrait que dans chaque wilaya, avec le budget qu'elle a, ce budget colossal de l'ANP, il est temps que l'ANP s'implique avec ses hôpitaux de campagne, avec ses infirmiers, avec ses médecins. Il faudrait qu'ils s'impliquent. Le malade, la population meurt. Alors, une question un peu difficile, comme je vous sais très franc, que vous n'avez jamais hésité à dire la vérité telle qu'elle est. Est-ce que cette situation peut se compliquer davantage? Est-ce qu'elle pourrait provoquer plus de victimes? Si jamais le din, ce variant Delta, il y a des professeurs qui ont déjà parlé de cela, ils ont dit que ça va s'empirer. Et le pic, il est aux alentours de la mi-août. Les hôpitaux les médecins plutôt, ils vont respirer. Autrement, les médecins, l'a dit le professeur Nekel, on craque. Les médecins craquent. Ils sont désemparés. Ils sont affaiblis. Combien de médecins déjà décédés? Nous avons dépassé les 200 médecins. En espace de 3 semaines, nous avons perdu 24 médecins. Le début de juillet, 24 médecins dans le DG des médecins de CHU d'Oran. Nous perdons des médecins tous les jours. Ils sont mal équipés. Ils sont mal équipés. Ils peuvent pas contenir. Est-ce que vous savez? Je saute à un autre sujet. Maintenant, il y a la population commence à sentir le besoin de se vacciner. Au centre des vaccinations, une anarchie. Alors, en allant aller se vacciner, c'est une source de contamination. C'est التسيير à Boubré. C'est le تسيير comme ça, يعني تزبرك هكاك ربي يجيك. Même au niveau des vaccinations, il y a un problème. La chaîne, ils débzou باش يفاكسيناو. Mais ils oublient qu'entre-temps, ils vont récolter ce virus. Restez avec nous, Mohamed Lamine Chibane. Je voudrais vous dire une chose. Oui. Maintenant, en parlant de l'Algérie, ils annoncent 1537 plus. Il y a 1537 contaminés, Lyon. Oui. 1537, avec 49 décès. Le Maroc, les vaccinés à 10 millions. Le Maroc a vacciné 10 millions. Nous avons la même population, pratiquement. Ils ont annoncé, ils sont à 9437, il y a 10 fois plus que nous. Alors qu'ils sont 10 fois plus vaccinés que nous. 10 fois plus vaccinés que nous. Ils ont fait les 10 millions de doses. Ils disent 9427. On a 1537. Quand je vois rire, entre hier et aujourd'hui, nous avons perdu 7. Mais Mohamed Lamine Chibane, maintenant, tous les Algériens, sans aucune exception, savent que ces chiffres communiqués par le régime algérien sont faux. Et ils sont très, très loin de la réalité. Ils le savent, tout le monde le sait. Si jamais le professeur Djidjik, que je salue, oui, qui a eu ce courage de le dire tout haut, ce que beaucoup de médecins et de professeurs pensent tout bas et qui font la courbette. Il est temps d'agir. Il est temps de dire les 4 vérités. Il parle de 30 000. Il parle, le professeur, de 30 000 cas par jour à peu près. Tout à fait, Jamaldine. Il multiplie par 30 ce respectable professeur Djidjik. Il multiplie par 30. Justement, les chiffres annoncés par où est l'agence sanitaire du où est le comité de suivi? Ya Adjaballah, ayez le courage et la dignité et l'honnêteté. Dites les 4 vérités. Il faut dire les 4 vérités. Et restez avec nous, docteur Mohamed Lamine Chibane, je reviens à vous dans un petit instant. Alors, il y a une info qui circule et qui pourrait se confirmer demain ou dans les jours qui suivent.
qui parle de proposition de certaines puissances occidentales au régime algérien de lui porter assistance, enfin de porter assistance au peuple algérien. Certains pays étrangers que je ne cite pas puisque ce n'est pas encore vérifié. Mais on nous dit que le régime a refusé. Il aurait refusé cette aide internationale, non pas parce que c'est une question de dignité, mais j'imagine qu'il a refusé parce qu'on pourrait lui dire comment tu dépenses autant d'argent, tu n'es même pas capable d'avoir de l'oxygène pour te... Donc il préfère que les gens meurent plutôt qu'ils ne soient assistés. Si cette information se précise. Oui, moi je pense que c'est aussi par rapport à... le pouvoir se maintient aussi ta fantaisie. Macron il y a beaucoup ce truc de comment on appelle ça, il en joue. Caractère ombrageux. Voilà, etc. Et le pouvoir. C'est pour la galerie, joue. ça. Oui. Parce que là, quand ils sont en France, ils s'habitent chez eux. Leurs résidents sont là. Leurs enfants sont là. Complètement. Donc, c'est pas la peine. Je ne sais pas pour quelle histoire du style, là, il a remis à sa place, etc. Ouais. Et ça joue beaucoup. Donc, ça veut dire... ça, c'est par rapport au peuple. Hein. Donc, du coup, ça veut dire, oui, on va quémander, alors que c'est un des... Comment on appelle? Parmi les gens qui défendent encore ce pouvoir, je parle des gens sincères, de dire الشعب هذا والارمي تحمينا الا كان حلينا البيبان وجاو ناس اخرين يعاونوا ça veut dire les portes sont ouvertes et que l'armée n'est pas aussi protectrice et ce pouvoir n'est pas aussi protecteur. Et ça c'est clair que ça y est pour beaucoup. Après, pour revenir à l'Algérie, normalement... ils auraient dû avoir, parce que moi je suis d'accord avec le docteur, au-delà de la pandémie, je pense que c'est l'état des hôpitaux qui en dit long de l'état de la gestion de ce pouvoir. Parce que ça, c'est pas passager, c'est grave, c'est révélateur. Et j'ai envie de dire, même ici en France, parmi on va dire, les systèmes sanitaires les plus avancés, c'est une réalité. Nous, on se fait soigner, même les sans-papiers, avec une AM, ils vont se faire soigner. Donc du coup, même dans des pays comme ça, et ils sont dépassés. Et à la limite, j'ai envie de donner... mais c'est l'état des hôpitaux qui est complètement délabré parce que ce pouvoir ne s'intéresse pas et laisse toute une population mourir. C'est comme il dit, le qaramfel, mais c'est vrai en plus, c'est devenu... tout le temps. Et les gens finissent par croire. Ils finissent... Peut-être que si effectivement des vaccins, il y a eu un truc, je ne sais pas, mais c'est pas avec le qaramfel qu'on va se soigner, quoi. C'est quand même pas... Oui, complètement. C'est un sha'wada. Il y a aussi le désespoir ce degré de désespoir qui pousse nos concitoyens à avoir ce genre de mais Abdelrahim, s'il s'avère que ce régime aurait refusé l'aide internationale, il aurait bien fait, non, à votre avis? Non, je ne pense pas. Au contraire, déjà, le régime algérien, il a toujours eu peur pour son image à l'international. C'est-à-dire au pays, il met en difficulté puissance régionale, le meilleur système sanitaire santé d'Afrique et du Maghreb, en Afrique. Fantasia, quoi. Je veux dire, y compris le système. Juste pour cette image, y compris pour développer le système, l'aspect, comment on appelle ça, touristique, etc. Voilà, بالفانتازيا زعما توانسات l'alba, etc. Et c'est vrai. Cet état d'esprit, c'est terrible. Parce que si on ouvre les portes au tourisme, l'Algérie, c'est un pays touristique par excellence. De par ses richesses naturelles. On ouvre les portes aussi aux idées. Parce que si un jour l'Algérie devient un pays touristique, il doit y avoir les infrastructures qui vont avec. Ah oui, les hôtels, les hôpitaux. Un touriste, quand il vient de l'étranger en Algérie, admettons qu'il tombe malade, il doit être soigné. Absolument. Il va où? Dans un hôpital qui se trouve dans cet état. Donc, ils veulent
mettre l'Algérie, ils l'ont mise d'ailleurs, depuis toujours, sous bulle. Dans un huis clos. Voilà. Ils l'ont mise dans un huis clos. Et puis cette fierté déplacée en disant, parce que ce pouvoir à l'étranger, الوضع تحت السيطرة، السيطرة تحت الوضع تحت السيطرة, on gère sous contrôle, on gère les affaires du pays. En Algérie, tout va bien, le peuple il est content. Et vous n'avez pas vu ce qu'a dit ce colonel du DRS à Qadi Hssen? Vous êtes en train de vous battre, mais vous pensez que ce peuple est capable d'un régime démocratique? هذا colonel de DRS. Vous pensez que il pourra s'adapter, s'acclimater à un régime vraiment démocratique? Oui, ça a toujours été le cas, même dans les années 60. Après, il y a des dirigeants démocrates qui l'ont dit. Bon, je ne veux pas mettre de l'huile sur le feu, mais des dirigeants du camp démocratique qui se sont dit on s'est trompé de peuple. Donc, bon, on va la faire la parenthèse. Après, le mépris, effectivement, du peuple, dès qu'on est dans une attitude un peu déstabilisée, le peuple en prend pour son grade de tous les côtés, quoi. Ça, c'est lorsqu'on est, un peu dans une schizophrénie politique. Le peuple, oui, tous les peuples du monde, ils ont le droit d'accéder au pouvoir et de gérer les affaires publiques et politiques de leur pays. Et tous les peuples ont besoin de s'entraider quand un peuple est en difficulté et qu'un autre peuple lui propose de l'aider. Justement, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Même les pays les plus développés, lorsqu'il y a des crises, des séismes, parfois il y a des situations qui nous dépassent, auxquelles on ne peut pas faire face. Absolument. La solidarité citoyenne, la solidarité entre les peuples du monde, même parfois des nations qui s'opposent depuis des décennies. C'est des guerres, mais quand il s'agit d'un phénomène naturel, d'une pandémie, ils s'entraident. Elles s'entraident. Mais là, d'une grosse crise. Rappelez-vous l'Arabie Saoudite qui a envoyé un grand chèque en 2001 contre les Twin Towers pour soutenir les États-Unis. Voilà. Donc là, c'est la solidarité. En principe, quand on est dans une situation pareille, je pense que ces calculs, même politiques parfois, c'est pas qu'on les oublie, mais qu'on les met de côté, parce que là, c'est l'avenir de tout un peuple. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est des dizaines d'Algériens qui meurent tous les jours? Je pense qu'ils ne peuvent pas faire autrement parce que c'est au-delà, parce que la politique se fait ailleurs. Elle ne se décide pas à Alger, dans le Mouradia, elle se décide. Mais je pense qu'ailleurs, ils sont en train de réaliser de plus en plus que si la moitié, le sud de la terre n'est pas vacciné, n'est pas soigné, ça sert à rien. Ça va revenir dans la figure. Bien sûr, donc du coup, il va y avoir une pression. Pouvoir libérer docteur Mohamed Lamine Chibane. Si cette information se confirme, et il semble qu'elle soit très crédible, de puissances occidentales qui auraient proposé leur aide au régime algérien pour se voir refuser, pour se voir opposer un niet catégorique par le même régime. Mohamed Lamine Chibane. Je ne suis pas au courant de cette information, mais normalement, si nous avons du respect pour ce citoyen, nous devons accepter l'aide en dehors d'Israël. Autrement, tout ce qui vient en dehors d'Israël, si Jamal el-Din, le professeur Djnouhat, il dit l'Algérie qui est aujourd'hui confrontée à une terrifiante vague de nouvelles contaminations par ce manque cruel d'oxygène. Alors je dis, puisque le Croissant Rouge fait le mort, puisque le ministère de la Solidarité nationale fait le mort, alors je lance un appel aux opérateurs économiques pour qu'ils puissent s'investir davantage, à l'exemple de Dabdou, d'Aoulayatri et de Batna. Il y a un souci dans votre téléphone, c'est dommage. On va essayer de vous rappeler pour le mot de la fin, docteur Mohamed Lamine Chibane. Alors, Senhaja, c'est vrai, un croissant rouge absent. C'est-à-dire le seul moment où on en a eu besoin, le seul moment, il n'est pas là. Le ministère de la Solidarité nationale, rien. Silence radio. Les milliardaires algériens qui ont fait leur beurre en volant le peuple algérien, rien. Ou alors des petits trucs, des petites aides comme ça. Les habituels relais du régime Zoui, ou l'Araj, ou les potentats locaux, ou les gros trabendistes,
le peuple algérien est seul, désespérément seul. Comment faire? Est-ce qu'il pourrait s'organiser? Est-ce qu'il pourrait appeler à l'aide? Je ne sais pas, à votre avis. Mais moi, je pense que de toutes les façons, il n'y a pas le choix. Si entre mourir, laisser mourir un peuple et accepter, le choix est vite fait, quoi. Et vite fait. Donc, il n'y a même pas besoin de discuter de ça. Après, sur la solidarité, moi je le dis, je renvoie, même s'il y a des gens, par exemple le Croissant Rouge, il se trouve que je connais très bien, mais c'est pas SOS, tout ça, ZUI, etc. Il y a à redire, mais le Croissant Rouge, il y a des médecins compétents qui font vraiment leur travail. Mais dès que ça devient la direction, ils essayent de leur mettre les bâtons dans les roues. Et même ces associations de solidarité, quand bien même, garde le système. Moi, je ne veux pas citer, je ne veux pas casser les ONG parce que il vaut mieux que ça existe que pas du tout. Mais tout le monde est rentré dans le système de Yakul ou on a vu et je veux C'est pas malheureusement vrai. Hein. C'est malheureusement vrai. La plupart des associations, c'est des épiceries Mais pour, bien pour sûr, se goinfrer. bien sûr. Et les associations qui ne sont pas dans cette ligne-là, en partie, ils sont en prison. Voilà. Les militants de Rage, ils ont fait la prison. Voilà. Hein, c'est juste pour penser. SOS Bab el Oued, mais toutes les autres associations qui sont dans le truc, moi je connais des associations, la fille de Flaine qui travaille, qui vient, qui a un salarié, mais pas forcément qui travaille. Et c'est tout ça que le Harak a voulu remettre sur la table. Et on continue à le faire, il faudrait qu'on le fasse et il faudrait qu'on arrive à le faire. Pour revenir au débat, je ne sais pas si c'est peut-être... il faut suivre une certaine ligne éditoriale, mais pour l'armée, c'est discuter avec l'armée. Il faudrait que l'armée ait envie de discuter avec les harakis. Il ne faut pas lui laisser le choix. Et c'est là où que nous, on s'organise de comment ne pas lui laisser le choix, comment ne pas... C'est tout ça et qu'il faudrait au sein du Harak, moi je ne suis pas pour négocier aujourd'hui, c'est clair, net et précis. On peut négocier dans un rapport ascendant, c'est-à-dire un moment fort pour imposer, pas aujourd'hui. Pas en position de faiblesse. Pas en position de faiblesse. Dans les meilleurs des cas, ils vont prendre 3 représentants du Harak. Et c'est eux qui les choisiront. Comme ça, voilà, c'est tout ce qu'on va gagner. Donc ce n'est pas le moment. Le moment du Harak, c'est de se reconstruire. Et de se reconstruire, moi je l'ai déjà dit. Il peut se reconstruire à travers le Covid? Ah, bien sûr. Une chaîne de solidarité qui pourrait se politiser. C'est en train. Moi je le vois, moi je vous dis la vérité, moi je viens d'une culture de l'extrême gauche, on a toujours été opposés à ça. Genre, nous, on fait de la politique, on ne fait pas de... Mais la vie, le principe de réalité t'apprend à faire ça, ça fait partie de la politique. Absolument. Et du coup, effectivement, il y a des gens, tu vas leur dire, oui, l'adala ou la démocratie, mais il y a une phrase de Hussein Hamdallah Rahmou, il disait, ce régime, s'il ne te tue pas, il te laisse mourir. C'est ce qu'il est en train de faire. Absolument. C'est-à-dire, il ne met pas les moyens nécessaires logistiques pour aider, il laisse les citoyens face à leur destin. Ou s'entretuer. S'entretuer à cause d'une bonbonne d'oxygène, à cause des concentrateurs de... Là, j'étais en train de faire rapidement un petit calcul sur les 1000 milliards de dollars qu'avait l'Algérie en réserve. Là, d'ailleurs, je remercie toutes ces Algériennes et tous ces Algériens à l'étranger qui sont en train d'alimenter des cagnottes, même si, comme tu le disais tout à l'heure, il faut faire attention à certaines démarches. Mais là, il y a une cagnotte qui a été lancée, je pense que c'est à Paris. Je pense au niveau international. Ça a atteint 200 et quelques mille. Presque 500 000 euros. 500 000 euros, c'est l'équivalent de presque 10 milliards de centimes en Algérie. Oui. Et sur nos frères aux États-Unis, là, ça a atteint 100 000 $. Ça veut dire que là... Il y a Toulouse, je crois, c'est à 260 000. Oui. Donc, 500 000, c'est un peu tout ce monde. Hein. C'est pas que Paris. Pas que Paris. C'est-à-dire ceux qui ont lancé...
Donc là, avec les 500 000, ceux qui ont fait la cagnotte, des médecins et tout, ils disent que déjà, rien qu'avec ça, on peut quand même avoir un minimum. Ça pourrait, je dirais pas sauver beaucoup de vies. Ça pourrait sauver beaucoup de vies. Est-ce que vous vous rendez compte de cette différence entre 10 milliards de centimes algériens et 1000 milliards de dollars? C'est-à-dire tous les moyens qu'on aurait pu avoir pour le service public, pour les universités, pour l'école, pour l'hôpital. Pour l'hydraulique, pour l'urbanisme, pour les routes. Pour tous les domaines. Pour les écoles. Donc là, il y a le pillage des richesses, de l'argent public, du contribuable. Et puis, vous avez un service public qui est délabré parce que, tout simplement, le pouvoir algérien, son but, c'est de se maintenir et on s'en fiche du peuple. Sinon, pour revenir rapidement sur ce point, le pouvoir avait joué dans un premier temps, l'année passée, il croyait que la pandémie allait jouer en sa faveur. Mais là, aujourd'hui, bon, c'est vrai, le dire dans un contexte où parce qu'il y a des gens qui meurent à cause de ça, mais ça a dénudé ce régime. Et ça va l'emporter. Elle a démasqué réellement ses incompétences. Absolument. Et je pense que même ceux qui l'ont soutenu récemment à travers les élections présidentielles et tout, ils vont se poser réellement des questions. Et nous avons besoin de discuter au sein du Hirak le jour où on sera au moins comme un front, malgré nos différences et tout. Absolument. Mais on doit être une force pour imposer à ce régime de négocier son départ. Là, je pense qu'on pourrait le faire un jour, mais au moment présent, c'est de s'organiser, c'est de discuter, c'est de construire quelque chose au sein du Hirak. Moi, juste par rapport à ça, parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps, peut-être. Allez-y, rapidement, de dire à nos amis, nos camarades, nos frères, nos sœurs en Algérie, que nous, ici dans la diaspora, nous ne sommes pas contre l'Algérie. La preuve, dans un moment aussi important que celui-là, nous avons pu mettre de côté nos revendications, à savoir le Hirak, pour se concentrer pour la première demande qui est aujourd'hui la pandémie et la mort, et on se mobilise pour ramasser de l'argent. Et contrairement à ce que ce pouvoir qui nous accuse, qui veut dire que la diaspora etc., c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, on a montré qui c'est qui est en train. Sans oublier, et j'ai envie quand même que cette pandémie ne doit pas nous faire oublier qu'il y a des prisonniers. Qu'il y a des prisonniers aujourd'hui qui peuvent mourir en prison à cause de la pandémie, mais pour avoir dit, pour avoir revendiqué, pour avoir dit qu'il y a des hôpitaux qui ne fonctionnent pas. Pour avoir dit, nous voulons un État juste, un État de droit, un État intègre. Voilà. Mohamed Lamine Chibane, vous avez le mot de la fin. Oui, alors je voudrais justement rebondir à ce qu'a dit votre invité concernant cette diaspora que nous saluons. Cette diaspora, al-fahla, la diaspora c'est des zouaves. La diaspora, je salue tous les médecins qui se trouvent dans l'Hexagone et en Europe, qui font tout pour collecter de l'argent et envoyer des concentrateurs d'oxygène. Alors je voudrais aussi parler d'autre chose, si Jamel Eddine. Oui. Je voudrais saluer le professeur Grouri Mansour, qui a créé un collectif de professeurs et il a lancé un appel aux autorités. Il je ne sais pas si vous étiez au courant. Non. Il interpelle les autorités à libérer dans les plus brefs délais tous les détenus d'opinion. Et en même temps, il lance un appel pour arrêter les marches. Est-ce que vous savez, si Jamel Eddine, nous avons peur pour nos prisonniers? Est-ce que vous savez qu'au Maroc, le tiers des prisonniers ont été vaccinés? On voudrait bien, la commission de suivi, le comité de suivi nous disent il y a combien de prisonniers qui sont vaccinés. Parce que là, nos détenus sont vraiment confrontés qui vont être confrontés à une pandémie, à cette pandémie. Donc, est-ce qu'ils sont vaccinés ou pas? Est-ce qu'ils ont Mais si les gens de l'extérieur ne sont pas vaccinés, je ne vois pas pourquoi les détenus auraient eu ce privilège. Oui, alors là, vous me rappelez le Premier ministre qui se trouve je me rappelle plus de l'opposant qui est en prison, qui fait de la grève de la faim, il monte à trop. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cela, il y a en 2018, je pense. Pardon, Mohamed Lamine Chibane, il y a un souci, on ne vous entend plus. On vous entend très mal. Très bien. Désolé. Allez-y, je crois que c'est revenu. Allez-y.
Alors, je vous ai dit qu'il y a quelques années, il y a un Premier ministre qui se trouve en prison, qui purge sa peine, et on lui a posé une question concernant un détenu qui faisait la grève de la faim. Ah oui, effectivement. Alors, il avait répondu... Yahya ala Boras. Yahya, parlons de Boras. Voilà, يموت على روحه الله يسهل عليه. Bon, احنا ما نتمناوش ان شاء الله الحكام الان les décideurs, ils doivent prendre en charge ces détenus. أنا قلت لك au Maroc, le tiers des prisonniers ont été vaccinés. Ça, c'est une information que j'ai, يعني à travers la presse, à travers les sites. Et là, donc, je tenais à saluer toute la diaspora qui se trouve à l'étranger. ونقول لهم بارك الله فيكم بالواجبكم تقوموا به. بارك الله فيك. Si je lance un appel à la population algérienne, elle doit se prendre en charge et je lance un appel au patronat, puisque le comité, le Croissant Rouge ou la Solidarité, ils sont sur la touche. Alors ils font l'exemple, ils doivent prendre l'exemple d'Akbou et de Batna et je lance un appel à Mobilis, à Oridou, à Jizi. Vous étiez si prompt à ramener Maradona, à ramener des chanteuses في الايام اللي كان فيها البحبوحه. اذا maintenant وريوا برهنوا وريوا مقدورتكم ces opérateurs privés, aider ce peuple algérien meurtri. وبارك الله فيك في جمال. بارك الله فيك دكتور محمد لامين شيبان. Merci عبد الرحيم مصور, merci Sanhaja Akrouf. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Toujours de l'avant, toujours solidaires les uns avec les autres. C'est notre seul choix possible. Nous n'avons pas le choix. Si nous ne nous entraidons pas, si nous ne sommes pas les uns soudés aux autres, nous allons tous mourir. Du moins tous ceux qui sont dans le pays, malheureusement. C'est le meilleur, khawa khawa, qala.